La contre-offensive otano-kievienne en Ukraine a débuté le 4 juin 2023. Peut-elle être à la hauteur des espoirs de Washington et de Kiev? C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Le 4 juin 2023, l'armée otano-kievienne s'est lancée à l'assaut des positions russes dans la partie sud du front de la région de Zaporozhye. Kiev, Washington et Bruxelles attendaient beaucoup de cette offensive qui était censée couper le corridor terrestre entre la région de Rostov et la Crimée. 2 mois plus tard, cet objectif ambitieux n'a toujours pas été atteint. Sur le reste du front, les forces otano-kieviennes ont également fourni un effort considérable, notamment au sud de la République populaire de Donetsk et autour de la ville de Bakhmout-Artemievsk, récemment conquise par l'armée russe. Là aussi, les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances. À d'autres endroits du front, notamment au nord, à la frontière de la région de Kharkov, c'est l'armée russe qui semble avoir pris l'initiative. L'armée otano-kievienne est à un tournant. L'échec de cette offensive, s'il se confirme, pourrait décourager les alliés occidentaux et mettre en difficulté l'administration de Vladimir Zelensky. « 4 août 2023. Cela fait désormais exactement 2 mois que la contre-offensive ukrainienne a commencé. Elle porte en elle tous les espoirs, non seulement du gouvernement de Kiev, mais aussi ceux de ses alliés occidentaux, au premier rang desquels le Parti démocrate américain et le président Joe Biden, bientôt en campagne électorale. Après la contre-offensive otano-kievienne réussie de septembre 2022, les analystes occidentaux se montraient très optimistes. Jusqu'en février, certains annoncent même l'effondrement de l'armée russe et l'éclatement de la Russie. Le scénario, moi, que je privilégie, c'est plutôt un effondrement du corps expéditionnaire russe, qui est un corps expéditionnaire en patchwork, avec des blocs de niveau extrêmement inégal. Maintenant, c'est l'Occident et l'Ukraine qui imposent leur jeu à Poutine. C'est nous qui dominons l'escalade. Après la chute, faut-il se préparer à l'éclatement de la Russie? Sur le plan économique, alors qu'un État en guerre doit choisir entre les canons et le beurre, Moscou pourrait avoir de plus en plus de mal à fournir l'un ou l'autre. Les conscrits de retour de la campagne d'Ukraine seront souvent amers, parfois socialement déconsidérés. Même après la perte de la ville de Bakhmout le 20 mai 2023, la confiance des Occidentaux dans la victoire otano-kievienne était toujours là. L'intellectuel français Bernard-Henri Lévy voyait dans le retrait ukrainien de la ville un stratagème antique. Ici, la stratégie de Zelensky et Zaloujny à Bakhmout était sortir de la ville pour mieux la reprendre. Autrement dit, le cheval de Troie à l'envers. Pour préparer cette offensive, l'OTAN a intensifié ses envois d'armement. Il y a évidemment les chars promis par l'OTAN, notamment les Bradley nord-américains et les Léopard 2 de différentes générations provenant de différents pays. La France et l'Angleterre n'ont pas hésité à livrer leurs missiles de croisière dernier cri, le Storm Shadow ou le Scalp en français, comme l'annonce le président Emmanuel Macron. Et puis compte tenu de la situation et de la contre-offensive qui est menée par l'Ukraine, j'ai pris la décision d'accroître les livraisons d'armes et d'équipements et de permettre d'avoir justement des capacités de frappe dans la profondeur aux Ukrainiens, toujours en gardant la clarté et la cohérence de notre doctrine, c'est-à-dire permettre à l'Ukraine de défendre son territoire. Et donc nous avons décidé de livrer de nouveaux missiles permettant des frappes dans la profondeur à l'Ukraine. Ce sera donc déployé conformément aux engagements que nous avons pris avec eux. Kiev et l'OTAN sont donc optimistes et les objectifs fixés sont ambitieux. En effet, au début de l'opération spéciale, en quelques semaines, la Russie s'est emparée d'un territoire de plus de 100 000 km² à l'intérieur des anciennes frontières ukrainiennes. En septembre, puis en octobre 2022, Kiev a réussi à reprendre l'est de la région de Kharkov et la rive droite de la région de Kherson. Les buts annoncés sont donc de rejoindre la mer d'Azov, devenue désormais une mer intérieure russe, puis de s'emparer de la Crimée. Il faut aussi reprendre en l'encerclant la ville de Bakhmout, avec des attaques sur les flancs nord et sud de la ville.
Au début du mois de juin 2023, après quelques semaines d'offensive, ces objectifs paraissent de plus en plus difficiles à atteindre. Et le Washington Post constate que la situation exceptionnellement favorable à Kiev en septembre 2022 risque de ne pas se reproduire. La contre-offensive ukrainienne ne reproduira pas facilement les victoires de l'année dernière. La nature de la guerre a profondément changé depuis l'année dernière. Il y a plusieurs raisons expliquant pourquoi les efforts de cette année pourraient ne pas reproduire facilement ceux de la contre-offensive de 2022, pour le meilleur ou pour le pire. Si les forces ukrainiennes ne sont pas en mesure de poursuivre la dynamique des contre-offensives déjà menées, malgré les nouveaux équipements militaires et l'entraînement reçu récemment, certains alliés occidentaux pourraient alors engager des négociations à cause du manque de morale. En septembre, la Russie a mobilisé et fait appel aux volontaires. Au corps expéditionnaire de 160 000 hommes s'ajoutent plus de 300 000 hommes. En février 2023, le ministre de la Défense ukrainien, Alexei Reznikov, qui s'attend à une offensive russe imminente, annonce un chiffre encore plus important sur BFM TV. Nous ne sous-estimons pas notre ennemi. Nous voyons qu'ils se préparent très sérieusement à l'offensive. Leur mobilisation ne s'est pas arrêtée. Ils déclarent 300 000, mais nous pensons qu'ils ont déjà réellement mobilisé 500 000. Certaines lacunes de l'armée ukrainienne n'ont pas pu être comblées. Munitions, faible défense aérienne, domination du ciel par l'aviation russe. Dès le début de l'offensive, les forces otano-kieviennes se trouvent face à ces problèmes dont aucun n'a été réellement réglé. En plus de cela, l'armée russe a construit une défense échelonnée sur 30 km de profondeur avec des champs de mines qui ne laissent que peu d'espoir aux attaquants. C'est ce que découvre le New York Times en juillet dernier. Elles sont petites, cachées et mortelles. Les mines entravent la contre-offensive ukrainienne. 5 semaines après le lancement de la contre-offensive qui, même selon les responsables ukrainiens, est au point mort, les interviews avec des commandants et des soldats ukrainiens qui se battent sur le front indiquent que la lenteur des progrès est due à un problème majeur, les mines. L'armée ukrainienne est également freinée par le manque de couverture aérienne et par le vaste réseau de fortifications créé par les Russes. Toutefois, c'est surtout le grand nombre de mines, de fils déclencheurs, de dispositifs pièges et d'engins explosifs improvisés qui empêchent les forces ukrainiennes d'avancer au-delà de quelques kilomètres de leur point de départ. Face aux réalités du terrain, l'enthousiasme initial des Occidentaux et l'espoir d'une campagne éclair font place à plus de sobriété. Selon l'administration kievienne, l'offensive sera longue. La contre-offensive ukrainienne sera longue et difficile. Les forces ukrainiennes ont lancé début juin une opération d'envergure pour repousser les troupes russes dans le sud et l'est, mais cette offensive n'a pour l'instant remporté que des succès modestes, du fait de puissantes défenses russes constituées de tranchées et champs de mines. Sans aucun doute, cette opération sera assez difficile, longue et prendra beaucoup de temps, a souligné auprès de l'AFP le conseiller de la présidence ukrainienne, Mikhailo Podolyak. Tandis que Kiev s'enlise face aux lignes de défense russes dans le sud et autour de Bakhmout, l'armée russe semble reprendre l'initiative à l'ouest de la ville de Donetsk, où elle s'efforce d'achever la conquête de la ville de Marinka et l'encerclement de la ville d'Avdiivka. Ce sont à partir de ces deux localités transformées en forteresses que l'armée kievienne bombarde depuis 8 ans la ville de Donetsk et sa banlieue, comme l'explique le gouverneur de la République populaire de Donetsk. Selon Denis Pouchiline, des combats violents se déroulent dans la partie ouest de Marinka. Marinka est une banlieue de Donetsk située à 1 km du quartier Petrovski de la capitale de la République populaire de Donetsk. Les troupes ukrainiennes y sont nombreuses et l'artillerie bombarde régulièrement Donetsk depuis cette localité. Mais là où l'armée russe progresse de manière le plus spectaculaire, c'est sur le front nord, entre les frontières des républiques populaires de Lugansk et de Donetsk, qui sont maintenant la frontière russe et celle de la région de Kharkov. La rivière Jerebiets, qui a marqué la ligne de front depuis le mois de septembre 2022, a été franchie par l'armée russe mi-juillet, qui a pu percer dans la profondeur des défenses kieviennes. Lors du sommet russe-Afrique, Vladimir Poutine s'est montré très satisfait des progrès de l'armée russe dans cette région.
L'ennemi ne réussit nulle part dans les combats, toutes ces tentatives de contre-offensive sont neutralisées. L'ennemi est repoussé avec des pertes considérables. Aujourd'hui, ils ont essayé de récupérer les véhicules abandonnés et détruits, ainsi que leurs blessés et les corps des tués qu'ils avaient laissés hier sur le champ de bataille. Mais là encore, l'ennemi est dispersé. Donc aujourd'hui, en ce moment même, la situation est celle que je viens de dire. Il reste encore 2 mois à Kiev pour obtenir un succès significatif. Après cela, les pluies d'automne vont geler le front, comme l'année dernière, et seules les villes pourront continuer à être des champs de bataille praticables. Les alliés de Kiev, dont certains ont des échéances électorales importantes, risquent de se fatiguer, tandis que la Russie semble avoir tout son temps. Les rumeurs de négociations secrètes apparaissent, notamment entre Washington et Moscou. Mi-juillet, Sergueï Narychkin, le chef du renseignement extérieur russe SVR, a fait état de discussions sur l'Ukraine avec son homologue de la CIA, William Burns. Sergueï Narychkin, directeur du service russe de renseignement extérieur, a fait état d'un entretien téléphonique avec William Burns, directeur de la CIA, sur le sort de l'Ukraine. La conversation portait surtout sur la question de l'Ukraine et les événements qui la concernent. Nous discutions de ce qu'il fallait faire avec l'Ukraine. Selon le directeur du service russe de renseignement extérieur, la conversation a duré à peu près 1 heure. En janvier 2023, le chef du renseignement russe a indiqué que son nouvel entretien avec son homologue américain serait possible.